Bonjour à tous, Marc Julier, coach professionnel et fondateur de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gunther Lachner, qui est coach, formateur et consultant. C'est un passionné du milieu automobile et de l'Europe. Il va nous faire part de son parcours en France et à l'international. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous fais découvrir cet épisode. Merci, à tout de suite. Allez, c'est parti Gunther, on y va. Comment ça va Gunther? Ça va bien. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Pour la petite histoire, on a fait la même formation en même temps. On s'était jamais vu en vrai parce qu'on a fait notre formation durant le confinement. Et du coup, la seule possibilité qu'on avait, c'était de suivre les cours en visio. On a créé un petit groupe avec qui on essaye de rester en contact. On les salue, tout notre petit groupe de chez MHD. Ça me fait donc super plaisir que tu sois là. On s'est vu en vrai il y a pas très longtemps sur La Rochelle. Et aujourd'hui, je suis ravi pour plein de raisons de t'avoir, notamment effectivement parce qu'on est amis, mais aussi parce que tu as une vision, tu vas nous la partager du coaching, de l'Europe et la façon dont tu vois les choses aujourd'hui pour collaborer de plein de manières. Je précise que tu es né, tu as grandi en Autriche, tu as une formation d'ingénieur. Tu es venu en France, tu vas nous expliquer dans quel contexte. Et puis, actuellement, tu vis à Toulouse. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ce parcours qui t'a amené à devenir coach. Tu es aussi consultant et formateur. Merci Marc déjà de m'accueillir. Avec Moi aussi, plaisir. ça me fait vraiment très plaisir. Plus encore que maintenant depuis qu'on s'est rencontrés en personne aussi. Cependant, la formation à distance, à cause du Covid, on était contraint à ça, était bien plus efficace et bien plus fort pour moi que ce que j'aurais jamais cru. N'empêche, c'est vrai que quand on se voit en personne, c'est encore mieux. Ça, c'est Ouais. clair. Donc oui, je suis autrichien. Ceci explique mon petit accent, n'est-ce pas? L'accent toulousain, il essaie de passer par-dessus, mais c'est pas encore fait. Ouais. Donc tu as bien résumé que j'ai fait ma vie jusqu'à l'âge de 25 ans en Autriche, mais aussi déjà pas mal de voyages à l'époque qui m'ont rendu curieux à ce qui se passe au-delà de notre petit pays. Et quand j'avais fini mes études, j'ai trouvé une occasion, j'ai décroché un contrat de chercheur dans un programme scientifique austro-français. Et je me suis retrouvé à Paris pour travailler à l'Institut français du pétrole. Et donc, c'était prévu pour un an. Ouais. Et le un an est devenu 27. Moins 3 parce que entre-temps, j'ai passé 3 ans en Scandinavie. Ouais. Et donc, la vie à Paris, au début, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai rencontré ma chérie. Ça m'a Ouais. toujours plu. Ensuite, on a eu notre fille et je commençais à sentir que Paris, c'est bien, mais pour y vivre avec une famille, c'est pas ma conception Ouais. de vie que j'avais, sachant que je viens d'une petite ville avec plein de nature et de montagnes autour en Autriche. Et j'avais pas envie de me retrouver coincé en quelque sorte dans la région parisienne. Et donc, à l'époque, j'avais l'opportunité pour mon employeur qui était Renault Ouais. de partir en Suède pour être expatrié en travaillant chez Volvo à Göteborg. Et donc, on est partis tous les trois avec ma petite fille qui avait 2 mois à l'époque. On a passé 3 ans, comme dirait ma femme, 3 hivers en Suède. Notre fils est né là-haut. Ouais. Et donc, bon, c'était 3 années dont on a plein de bons souvenirs et une nostalgie. On a toujours des amis là-haut, donc on y retourne régulièrement. On reçoit des amis de Göteborg ici dans le sud-ouest. Après les 3 hivers, j'aurais dû retourner travailler chez Renault en région parisienne et je voulais pas ça. Et D'accord. ma femme parisienne accrochée, et il a quand même aussi compris qu'effectivement, c'est peut-être pas mal d'être un peu plus à la campagne. Ouais. Et donc, j'ai postulé spontanément chez, à l'époque, Siemens Automotive à Toulouse.
Donc, j'ai commencé à travailler en 95 ici à Toulouse et maintenant, c'est l'endroit où j'ai passé la période la plus longue de ma vie, dans le sud-ouest de la France, et j'adore cette région. Professionnellement, donc j'ai évolué toujours dans les autos, dans les voitures, c'est une de mes passions. Et aussi maintenant avec le défi de la transition écologique qui me tient énormément à cœur. Donc, j'ai eu l'occasion d'abord, en tant que membre d'un constructeur automobile, de contribuer à l'amélioration des voitures, mais ensuite, en tant que fournisseur chez Siemens, qui est devenu Siemens BDO, ensuite Continental, ensuite Vitesco Technologies à Toulouse, mais toujours avec beaucoup de voyages et beaucoup d'interactions avec des équipes internationales. Et je ne sais pas trop pourquoi, en fait, j'ai une petite idée, mais je me suis toujours retrouvé avec des équipes, avec des configurations compliquées, complexes, dans des différents pays, avec des clients qui étaient loin de la France, à trouver pas seulement à ce que les gens se tolèrent entre eux. Et je prends le classique de l'amitié et de la relation franco-allemande. On se respecte, on trouve des choses que l'un il peut bien faire et que on pense mieux faire soi-même sur d'autres aspects, mais de passer au-delà, de se tolérer et de faire en sorte que ça marche d'une certaine façon et puis c'est tout. Et passer le cap à ce que ça devienne une relation de respect et aussi d'amitié. Une vraie collaboration. Est devenue ma vie. Et chaque fois, quand j'ai réussi à ce que les membres de mes équipes passaient ce cap à se dire, mais en fait, il est chouette, l'autre, il sait faire des choses mieux que moi, et moi, je sais des choses que lui, il ne sait pas. 1 plus 1 devient plus que 2. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a bougé, qui m'a fait avancer dans ma carrière. Donc, je me suis orienté ensuite vers la relation client. Donc, au départ, j'étais chef de projet sur des projets qui duraient 3 ans et après, ça allait en série et c'était beaucoup de stress et beaucoup de pression et ça m'a bien plu. J'allais vers la relation client et j'insiste sur le mot. Les gens disent sales ou vente, ou les Allemands ils disent Vertrieb, c'est un mot affreux pour moi. C'est distribuer quelque chose qui me plaît pas du tout. Et moi, je voyais cet intérêt de créer une relation, de comprendre le besoin d'un client, de créer de la valeur pour le client. La différence entre la demande et le vrai besoin du client. C'est-à-dire à un moment aller plus loin que sa demande et vraiment comprendre son besoin. C'est dans ce sens-là que ça te nourrissait. Exactement. Et j'aime beaucoup ta réflexion parce que ça nous amène déjà un peu vers le coaching. En fait, j'ai déjà dû faire un peu de coaching il y a 20 ans, 25 ans, sans le savoir. Et ça a grandi en moi. Et en plus de la technologie et de ce qu'on peut apporter pour rendre des voitures plus propres et de trouver des nouvelles solutions technologiquement viables et écologiquement aussi positif, mais cet aspect de l'interaction avec les autres et cette façon de mieux travailler ensemble, avoir moins de stress et moins de souffrance et obtenir des meilleurs résultats à travers cette nouvelle façon de faire, c'est quelque chose qui m'a intrigué. Il y a un tournant effectivement qui s'est fait il y a 15 ans quand notre patron il nous a offert ce livre, Manager par le sens. D'accord. Et j'ai encore dans ce livre la carte qui est accompagnée de nos patrons pour nous dire lisez-moi ça, les managers, et on en discute. Et c'était pour moi un début de nouvelle réflexion, de vouloir aller dans cette direction, à ne pas seulement travailler dur et pousser les gens à donner leur maximum, mais quitte à ce qu'ils soient épuisés le soir, peu importe, ils sont payés pour. J'ai raisonné comme ça à une époque, si tu veux. Et d'aller vers si on arrive à ce que chacun puisse apporter ce qu'il a de valeur, si on permet aux gens de trouver le sens dans ce qu'ils font, si on aide les gens à à apporter une confiance aux autres, on peut bien travailler ensemble. C'est important, ça a l'air simple,
Ouais, Mais non, sous stress et avec le client ouais, en face, ouais, c'est déjà beaucoup moins évident. Et ouais, je l'ai vécu assez souvent. Et j'étais pas parfait et de loin. Et je viens de loin d'ailleurs. ouais, Mais c'est quelque chose qui a commencé à mûrir dans ma tête. Oui, c'était en 2007, ouais. il y a 15 ans. Ouais, puis c'est important que tu soulignes aussi, surtout sur des grosses structures, il y a des enjeux derrière. On n'a pas une lecture sur tous les enjeux qu'il peut y avoir au moment où il y a des projets qui se mettent en place. Donc c'est vrai que donner du sens à la fois pour que tout soit plus simple et plus écologique pour chacun, dans le sens large du terme, c'est un vrai challenge parce que Ouais. bon, tu nous en parleras un petit peu, ce qui t'a amené aussi à aller jusqu'au coaching durant ta formation et maintenant le fait que tu sois coach. Tu sens que ça t'a poussé à un moment à voir aussi la limite de quelque chose et de te dire peut-être si je deviens coach, je vais l'aborder sous un autre angle. En fait, c'est ce que j'ai observé et j'ai vu d'ailleurs notre PDG de l'époque. Je travaille avec lui aujourd'hui à nouveau dans un groupement, une sorte d'association de coachs, anciens dirigeants de l'industrie. Il nous a aidés à nous ouvrir un peu à une nouvelle façon. Il nous a expliqué ce que tu viens de mentionner, des tenants et aboutissants dont on n'est peut-être pas conscient parce que les patrons, ils pensent que c'est pas nécessaire de raconter ça aux gens. Eh Ouais, bien, lui, au contraire, ouais, il était très simple et très franc et plein de confiance à nous raconter des choses que son prédécesseur, il n'aurait jamais dit ouais, ouais. parce que c'était secret, fallait pas dire ça Alors au petit ingénieur. Il n'a pas ouais, besoin de savoir ça, il a assez à faire. tu peux le Et, nommer, hein, tu peux le nommer, tu peux nommer le groupe dont tu fais partie, hein, vas-y, hein. il s'appelle Jean-Marc Nozeran On le salue. et Ouais, donc qu'on salue et qui a donc peu après cette démarche qu'il a entreprise pour faire une transformation de l'entreprise Continental France à l'époque, ouais, un peu aussi pour sauver les usines qu'on avait en France ouais, par rapport à une perception du nouveau propriétaire à partir de 2008. Donc, c'était vendu à Continental qui comprenait pas pourquoi des petites usines de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires chacune puissent apporter à une grande entreprise qui fait 40 milliards. Il a réussi à faire ce tournant. Ensuite, lui, il a décidé de laisser sa place et il s'est converti. Il a changé de carrière. Et moi, 15 ans plus tard ou 13 ans plus tard, j'ai pris un peu le même chemin en me disant que effectivement maintenant, j'ai vraiment envie de me consacrer à fond sur la manière de contribuer au bien-être des gens, toujours pour un but écologique et économiquement, bien sûr, de valeur, parce que les entreprises, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Hein, c'est pas pays de nounours, bisounours, on dit. Mais il faut que tous les aspects soient couverts, ouais, mais tout en couvrant cet aspect humain, ouais. cet aspect de donner du sens, d'aider les gens à se faire confiance et de mieux travailler ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai envie aujourd'hui de développer encore et encore. Et pour moi, la formation de coaching, ça m'a donné des outils, en fait. Et j'ai découvert plein de choses que, oui, comme je disais tout à l'heure, je faisais déjà un peu dans le passé sans le savoir et certainement en faisant plein d'erreurs. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus armé et j'apprends encore et encore. Je suis en train de faire une formation, un protocole de coaching qui s'appelle PCM, Ouais. Process Communication Model, qui a été développé dans les années 70 avec et pour la NASA, pour faire en sorte à ce que les astronautes, quand ils volent sur la Lune, sous pression, sous stress, ils ne se tapent pas dessus quand il y a des crises. C'est vrai C'est qu'il y peut-être un peu simplifié, a, mais c'est vrai que le contexte, là, c'est difficile de dire, bon, bah, si c'est comme ça, je rentre. Donc, vaut mieux l'anticiper, effectivement, avant. Euh, exactement. ouais. Ah, mais c'est intéressant, on mettra le lien, si tu veux, aussi, par rapport
à cette formation. Ça peut Oui. intéresser d'autres personnes. Et du coup, comment toi, tu as envie d'apporter, j'allais dire, ta pierre à l'édifice? Parce qu'effectivement, tu as quand même beaucoup d'expérience dans le milieu de l'entreprise. Tu as voyagé, tu as travaillé notamment aussi avec la Chine. Il y a quand même des cultures différentes avec lesquelles tu as dû composer. Aujourd'hui, avec toute cette expérience, comment tu as envie d'accompagner j'allais dire, les différents intervenants aux entreprises, ça soit alors des dirigeants, mais souvent on pense que le coaching, c'est surtout pour des dirigeants en entreprise, mais pas seulement, hein. Tu vas nous dire un petit peu comment toi tu vois les choses aujourd'hui. Parce que je rappelle aussi que tu es formateur et tu aussi, parfois, tu mets une casquette encore de consultant suivant Suivant des besoins. Comment tu as envie de nous partager le coaching en entreprise pour toi? Merci de poser cette question complexe, grande, importante. Tu m'as tendu la perche avec le mot culture et j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Mon motto que tu vois aussi sur ma page LinkedIn, c'est Cultures Make Business Grow. Ouais. Et j'y crois profondément. C'est en travaillant avec des cultures différentes, si on est humble et si on arrive à accepter, à écouter l'autre, à ne pas prétendre ou penser intrinsèquement qu'on a raison et que l'autre il a tort. Des cultures et leur complémentarité, ils apportent à la fin un meilleur résultat que si chacun il défend sa façon de voir le monde. Donc ça, c'est un truc qui est super important et moi, en étant européen convaincu, je pense que nous, en Europe, on a cette chance d'avoir cette diversité entre des différentes cultures, des différentes ethnies, des différentes histoires. Moi, ça me passionne de découvrir tout ce qui est de différent et voir en comment on peut s'enrichir mutuellement, et pas seulement en Europe, entre Européens, mais dans le monde. Ouais. Donc ça, pour le volet culture, c'est une de mes grandes motivations. En fait, quand j'accompagne des entreprises, entre autres, dans le développement international, par exemple des entreprises de la région de Toulouse, de l'Occitanie, qui veulent se développer en Allemagne, en Autriche, en Suisse, je peux les accompagner aussi avec mon rôle de consultant. Je fais des formations, beaucoup pour aider les gens qui sont en relation commerciale à développer l'esprit valeur client. Alors, dis-nous tout, la Et valeur client. Remets un petit peu de lumière là-dessus. en fait, quand on observe un commercial qui va voir un client, il va être un peu stressé, il va avoir présenté 50 slides de tous ses produits qu'il pense que le client doit vouloir parce qu'ils sont magnifiques. Ouais. Donc, il déroule ses slides et voilà tel produit, voilà ce que ça sait faire, voilà comment on se positionne par rapport au benchmark, et c'est mieux en ça et c'est moins cher en ça. Et on regarde le client qui commence à regarder sur sa montre, qui commence à regarder dans ses notes. On l'a déjà perdu. Ouais. Et je l'ai fait, cette erreur. Et maintenant, j'aide des gens à éviter ou d'apprendre de faire différemment, plutôt de s'asseoir pour dire de quoi avez-vous besoin et d'écouter. Et en posant des questions, et c'est là que je fais un pas vers le coaching, Ouais. quand on comprend un peu comment on peut faire s'exprimer l'autre, on lui permet de mieux comprendre son problème. Et une petite anecdote, j'ai travaillé avec un directeur commercial d'une entreprise dans l'automobile et je lui ai posé des questions à la coaching. Je lui ai demandé, alors, comment c'est dans ton organisation? Parce que moi, je ne connais pas du tout ta structure, tu peux la dessiner au whiteboard, au tableau blanc. Ouais. Il commençait à écrire, ta, 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 ta. Et un tel, il est chez le client, donc c'est mon resident engineer. Il est important, mais en fait, il n'est pas dans mon organisation. Merde, il dépend de l'autre. Et je ne m'entends pas avec l'autre. Ouais. Et je lui ai dit, mais comment tu fais quand tu veux faire passer un message? Et il a raconté, après, il a regardé son tableau et il dit, waouh, c'est génial. En fait, j'ai vraiment bien compris maintenant ma problématique. Merci. Et ça a duré 1 heure. Et moi, moi, j'ai mieux compris son besoin. Ouais. Et aussi, et surtout, je lui ai permis de comprendre sa problématique et le besoin qui en découle. Et donc, Il s'est autorisé, quoi. Il s'est autorisé à travers ouais, ton questionnement, il s'est autorisé à déployer des choses exactement. et à poser son besoin. Ouais. Et de là, on peut voir en quoi il devrait changer des choses
et en quoi on peut l'aider à changer des choses. Et là, ça peut être du consulting ou alors du coaching ou alors de l'accompagnement de lui-même ou d'un de ses cadres dirigeants qui est nouveau dans le rôle, par exemple. Et c'est là que je viens vers la valeur que ça représente pour le client. Et c'est ça qui est super important et j'ai mis pas mal de temps à le comprendre moi-même et j'étais souvent dans les situations avec la bonne intention de faire comme ça, mais sous pression parce qu'il y avait un gars qui posait des questions critiques et on sentait qu'il était plus en faveur de notre concurrent et il ne voulait pas de nous et il voulait me mettre mal à l'aise. Et donc, je m'étais replié sur mes slides à montrer nos produits plutôt que de continuer à avoir cet échange. Donc, c'est quelque chose qui s'entraîne, qui s'apprend, qui se pratique. Et moi, ça me parle du cœur parce que depuis que je le fais, ben, je vis mieux et je sens que les gens vivent mieux et le résultat est meilleur. Donc, on revient toujours entre la demande et le vrai besoin Exactement. alors de l'entreprise, que ce soit la personne morale ou la personne physique, mais c'est effectivement, on en est toujours là. Et c'est vrai qu'à travers le questionnement, c'est le principe même du coaching pour ceux qui découvrent un peu ce métier à travers Coach Station. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on prend le temps parfois de poser certaines choses. Parfois, on me dit, ouais, mais bon, le coaching, aujourd'hui, on l'entend un peu à toutes les sauces. Je sais qu'on a une discussion en off un petit peu avec ta femme Christine, notamment à un moment où on a pris le temps d'une pause thé. Et ça a été intéressant un peu d'échanger justement, encore une fois, avec des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'approcher ce métier, que ce soit au sein de leur entreprise ou par rapport à un coaching individuel. Enfin, on l'associe à beaucoup de choses, le coaching professionnel. Toi, t'as ressenti ça depuis ta formation? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bon, je suis coach et professionnel, je précise, et du coup, tu déroules, tu expliques, ou est-ce que tu choisis pas forcément ce terme qui est quand même notre métier, malgré tout, mais parce que une fois, tu m'avais dit, ouais, mais tu sais, le coaching aujourd'hui, tout le monde en parle, donc on sait pas trop comment aborder notre métier. Parfois, on sent qu'il y a des a priori. La démarche de Coach Station est géniale parce que Merci. justement, tu adresses exactement ce point. Ceux qui nous écoutent, ils connaissent le coach de vie, ils connaissent le coach de alimentation, de nourriture, le Ouais, coach sportif, ouais. le coach de je ne sais quoi, coach de tennis. De Donc rangement. le mot peut prêter à confusion parce que chacun qui l'entend, il le met dans son contexte. Et quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son contexte. Ouais, Et donc, des fois, ça peut prêter à dérive dans la pensée de la personne qui l'entend. Et c'est pour cela que c'est si important. Et on peut expliquer qu'un coach, c'est quelqu'un qui est facilitateur, qui est accompagnant, qui peut permettre à la personne de trouver ce qui est vraiment important pour elle. ouais, Et par moment, si la personne le demande, on peut aussi, en fonction de sa compétence, donner du conseil, ouais, mais il faut distinguer. ouais. Donc ça, c'est une première chose qu'on a appris dans la formation. Hein. C'est pas en étant coach qu'on doit dire à la personne ce qu'elle doit faire. En étant coach, on aide la personne à trouver ce dont elle a vraiment besoin, ce qu'elle peut trouver comme axe de travail, d'action qu'elle se sent capable de mener, et on peut l'accompagner en fonction de son état d'émotion et dans sa phase de vie, en poussant, ou alors en étant très profil bas, à emmener la personne plus doucement. Ça dépend de la situation, et justement, ça, c'est super riche, et on l'a appris en théorie et on le pratique et on s'améliore tous les jours. Et quand on discute avec toi et avec les autres coachs et aussi avec mes collègues de Teampact, à chaque fois c'est riche. Pour moi, c'est vraiment cet aspect d'aider à la personne. Moi, j'ai pas eu ça quand j'étais dans ma carrière. Ça
me fait revenir sur ta question de comment positionner les coachs. Il y a pas mal d'entreprises qui, il y a quelques années, et peut-être encore aujourd'hui, pensent qu'un coach, c'est pour quelqu'un qui est en difficulté. Un ingénieur qui prend une responsabilité disciplinaire d'une équipe, qui est expert, mais qui ne sait pas du tout animer des gens. On le laisse nager, et s'il commence à couler avant qu'il se noie, on lui met un coach. Pour moi, c'est une façon, mais ce n'est pas la meilleure. Beaucoup plus important, c'est de vraiment donner aux gens qui ont du potentiel, des gens qui sont très forts dans leur rôle, aussi cette possibilité d'avoir des coachs. D'être plutôt dans la prévention que ne pas attendre qu'il y ait quelque chose de critique, j'allais dire, dans la situation pour se faire coacher, quoi. Enfin, d'une part dans la prévention, mais d'autre part aussi pour des gens qui sont déjà à un niveau élevé de compétences, de capacités, qui ont déjà plein de choses de bon. Eux aussi, pour les mener plus loin, de plus en plus, ils ont des coachs. Les meilleurs sportifs, les meilleurs chefs d'entreprise, ils ont tous des coachs. Ils ne le diront pas, mais ils les ont. Ouais, puis au contraire, aujourd'hui, enfin, moi, je me fais coacher pour Coach Station. C'est un bon exemple. Voilà, parce qu'à un moment, on a besoin aussi de partager certaines choses. Il y a aussi nos propres modes de fonctionnement. Et puis, c'est important aussi de dire que un coach, il est neutre dans le sens où il y a une confidentialité. Ce qu'on peut lui partager, ça sort pas de l'échange entre la personne qui a coaché et le coach ou la coach. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc ça permet aussi quand même d'avoir un espace à l'intérieur duquel on va aller poser des besoins, comme tu disais, et qu'on va aller chercher justement peut-être des ressources. Et c'est là la magie, je trouve, du coaching. Ouais. C'est on pense justement que la personne, elle-même, elle ne pense pas toujours avoir les ressources. Et finalement, à travers les différentes séances, elle trouve des solutions pour elle-même. Et c'est vrai que les solutions pour elle ne seraient pas forcément les solutions pour une autre personne. Et ça nous amène justement à toute cette prise de conscience, cette magie, j'allais dire presque, où la personne reprend le pouvoir de sa vie, que ce soit pro ou perso. Et du coup, il y a une confiance en elle aussi qui permet de grandir et d'avancer complètement différemment, quoi. Et ça, je pense que c'est une vraie opportunité. C'est pour ça que le coaching professionnel aujourd'hui a toute sa place. Enfin bon, c'est pas à toi que je vais dire ça, parce que je sais que tu es convaincu aussi, et c'est intéressant toi, tu nous poses ton regard à travers les différentes cultures avec lesquelles tu as travaillé, et de voir que, quelles que soient les cultures, ça fonctionne très bien. Alors du coup, est-ce que tu nous fais une petite parenthèse par rapport à Saint-Jacques-de-Compostelle? Parce qu'il y a un projet qui te tient à cœur aussi, qui est le coaching à travers la randonnée. C'est un projet dont tu m'as parlé il y a quelques temps, qui est toujours d'actualité. Tu m'avais fait la parenthèse par rapport à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'ai décidé il y a quelques années, une dizaine d'années, de faire mon chemin de vie de Steyr, ma ville natale en Autriche, à Toulouse, où j'habite. Et j'ai décidé de traverser l'Europe à pied. Ceux qui connaissent le principe des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ils savent qu'il ne commence pas au Puy-en-Velay, le chemin de Saint-Jacques, mais il commence chez toi. Et si on regarde sur la carte d'Europe, il y a des débuts de partout en Europe qui émergent ensuite vers le sud-ouest et vers Saint-Jacques. Et donc, il y a bien un Saint-Jacques de Compostelle en Autriche qui va de l'est à l'ouest, que j'ai emprunté. Moi, je vois l'allégorie de la vie dans la marche, d'alléger, de mettre un pied devant l'autre, de se concentrer sur le maintenant. Et moi, ça m'a beaucoup aidé justement à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et c'est quelque chose qui me tient au cœur, et aussi ce que je veux partager quand j'accompagne des individus ou des entreprises. La vie peut être légère. Il y aura toujours des soucis, des problèmes à régler, mais on peut se garder une façon de se concentrer sur qu'est-ce que je fais là maintenant,
et je mets un pas devant l'autre et je vais voir ce que je découvre ce soir et je vais voir où je vais dormir ce soir. Et quand il pleut, ben, il pleut et après il y aura du soleil à nouveau et on trouvera une façon de sécher ses vêtements. Tout ça, c'est possible, on n'en meurt pas tout de suite. C'est Et, et tout va bien. Et le lendemain, il fait jour et la marche continue. exactement, Ouais, exactement. ouais. Et donc ça, c'est un truc. Aujourd'hui, je suis arrivé à Toulouse, mais j'ai un projet de un jour m'éclipser pour 6 semaines et de faire la suite F1 de Toulouse jusqu'à Santiago. Donc Ah, ça, quand même. Ouais. c'est un projet dans les 1 an, 2 ans à venir. Ouais. Parce Et que donc, je fais ça aussi pendant des accompagnements. le fait de marcher, tu penses que pour le coacher, du coup, il y a un phénomène qui se met en place, un lâcher-prise. Comment tu vois Oui, ça, toi? ça s'explique psychologiquement et médicalement que on se concentre moins sur ce qu'on est en train de dire, mais on fait une chose et puis on laisse plus facilement sortir les phrases. La PNL, ça nous parle, donc c'est un Ouais. peu ça. C'est un peu ça. C'est un facilitateur, à mon avis, d'avoir un environnement tranquille, défiler à côté et de marcher. Ça marche pour moi et ça marche pour des coachés. Oh, bah, c'est chouette, c'est chouette. Effectivement, bah, je sais que, alors, moi, j'en fais partie. Il y a des moments quand j'ai besoin d'apprendre, je marche et j'écoute en même temps une formation ou tu vois un bouquin. Alors, les puristes me diront qu'un livre, ça se lit, mais bah, j'en écoute aussi. Et c'est vrai que parfois, on voit que la marche, on peut s'imprégner de choses. Effectivement, il y a un mécanisme qui se met en place. Et comme tu disais, il y a cette dynamique aussi, le fait de mettre un pied devant l'autre. Moi, j'aime bien cette image. Du Mm. coup, le fait d'avancer, puisqu'en fait, le coaching, c'est aussi ça, hein, c'est de permettre à la personne qu'on accompagne d'avancer, de se mettre en action. Il y a une notion de rythme aussi. Alors, est-ce qu'il y a des moments où tu sens que la marche va s'accélérer? Oui, il y a des différentes situations dans lesquelles tu peux te trouver. Et, là, pareil, je reviens vers la vie. Il y a des Ouais, jours où ça va bien, des jours où tu as mal partout, des jours où, et je l'ai vécu plus d'une fois, où tu es complètement épuisé le soir, tu as mal partout, tu te couches dans si tu as de la chance, un bon lit que tu as pu trouver. Et ben, le matin, tu te réveilles et tu n'as plus mal nulle part. Et c'est parti. C'est incroyable. Je ouais, l'ai vécu en marchant sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc, des hauts et des bas comme dans la vraie vie, hein. Et des fois, ouais. ça monte et les cailloux sont gros. Et des fois, ça descend et on glisse. Et bon, Non, mais c'est bien que tu nous partages c'est ça. aussi Puis, sympa. moi, j'aime beaucoup l'idée que justement, je sais que Michel Yelfort-Chapuis, je t'en avais parlé, Oui. elle propose aussi un accompagnement sur un bateau avec un navigateur et c'est du coaching d'équipe. Et moi, je crois beaucoup en ton projet parce que ça m'a fait écho avec Michel parce que le coaching, Mm. aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de façons de l'aborder. Ça remet en rien à la qualité de l'accompagnement, mais ça propose j'allais dire d'autres univers, hein, d'autres approches, et c'est chouette que tu puisses nous partager ça. Tu m'avais parlé d'un premier livre, hein, là, que tu avais proposé, ton responsable, là, enfin, c'est celui, le management, Ouais. voilà, managé par le sens. Donc ça, c'est pareil, je mettrai la référence dans le descriptif. Mhm. Après, il y avait d'autres choses dont tu voulais parler, partager avec nous. Oui, enfin, moi j'aime bien apprendre aussi de l'histoire, Ouais, mais l'histoire à l'école, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai trouvé le chemin d'accès via des romans historiques ok, que je lis pas mal. Et, euh, et bon, il y a un autre dada aussi. Je maintiens mon suédois en lisant des livres en suédois. d'accord. Donc, j'ai trouvé une série, une trilogie d'un auteur suédois de nom à consonance française, qui s'appelle Jan Guillou, Ouais. qui a écrit une histoire d'un templier, d'un personnage fictif au XIIe siècle, qui a grandi chez des moines dans le fin fond de la sombre Suède, qui n'était pas encore Suède à l'époque, un peu le pays des barbares, Ouais, et qui est devenu templier et qui a passé 20 ans
autour de Jérusalem pendant des croisades. Et il est parti comme templier à devoir combattre les locaux. Ouais. Et il a complètement transformé sa perception et il a développé un grand respect pour la complémentarité de la culture des Sarrasins. Et donc, dans l'histoire, il rencontre Saladin, qui était celui qui a regagné Jérusalem contre Exact. les chrétiens et qui a, contrairement à ce que faisaient les Templiers avant, n'a pas tué tout le monde qui le dérangeait, mais qui a laissé partir les chrétiens et les juifs qui voulaient partir. De là est née la cohabitation à Jérusalem. Et donc ce Arne, ce Templier, revient en Suède, emmène des médecins et des amis de chemin arabes, et il apporte des choses toutes simples comme le savon, par exemple, que l'on ne connaissait pas du tout en Europe à l'époque. Et il a bâti ensuite de ce qu'il a appris de la culture arabe, et il a contribué dans l'histoire à mettre les bases pour la création de la Suède. Parmi les différentes tribus, les Danois, les Normands, les Svea, il a créé, il a mis les bases pour que ça devienne la Scandinavie comme elle est aujourd'hui. Et donc, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est justement cette tolérance qui est venue après une approche assez binaire et assez, il faut taper dedans parce que c'est nous, on est bons et les autres sont pas bons. Et, et donc, voilà. On revient C'est à une ça, hein, trilogie. toujours à l'idée qu'à partir du moment où on laisse un peu de place à l'autre, ça vient aussi nous enrichir et ça permet aussi de se réinventer. C'est bien là cette histoire, effectivement. Enfin, il y a quand même des réalités. Hein. Tu parlais de Jérusalem, effectivement. Hein. C'est un fait Bah réel. oui, oui, ça s'inscrit dans ce qui Ouais. s'est réellement passé, mais avec une Ouais. personne fictive. Et Ouais. donc, pour ceux qui sont intéressés, le premier livre, il s'appelle Le chemin de Jérusalem. Ok. Et il y a deux autres tomes, mais après, il y a un quatrième, mais il n'a pas été traduit en français, Ah. qui était sur la formation de l'État de Suède après. Mais déjà, les trois, ils sont chouettes et on les trouve sur Internet. Bon bah super, je mettrai ça aussi. Tu me parlais en off d'un podcast, est-ce que tu vas en parler? Parce que c'était notamment par rapport à une personne dont la démarche te parle beaucoup. Il s'appelle Mehdi Perrada. Ouais, on le C'est un salue. ancien. Comment? On le salue parce que c'est une On le belle salue, personne. oui. Ah, il C'est bosse quelque part. un ancien banquier de chez Rothschild Ouais. qui a voulu faire du concret et qui a travaillé, qui s'est mis à travailler dans l'industrie et qui a aujourd'hui une start-up qu'il est en train de faire grandir. Il s'appelle Agronutris. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est sa façon de gérer cette entreprise en responsabilité collaborative. Et donc, ce podcast, il est un peu long, hein, c'est 2 heures et quelques. Il faut faire un long trajet en voiture en étant La tout seul pour génération l'écouter, do it yourself, c'est toujours. ou en train, Ouais. Mais c'est ou dans bien, c'est l'avion bien. pour Ouais. l'écouter. Donc, c'est très riche parce qu'il véhicule cette conviction qu'on peut faire confiance aux employés, qu'on peut éviter. Dans son cas, et c'est aussi, j'ai des clients avec lesquels je travaille qui ont des startups qui grandissent. Et dans son cas, c'est ça, qui arrive à ne pas tomber dans le problème de maintenant on est grand, maintenant il faut un DRH, il faut un DAF, il faut un directeur engineering, et on tombe Ouais. Ouais, dans les silos. dans les problèmes des Ouais. silos Ouais. et tout ce qui va avec. Mais il est en train de mettre en place justement une façon de co-gérer, à impliquer tous les employés, y inclut à décider des augmentations, eux entre eux, pour eux-mêmes. C'est Ouais. assez surprenant Ouais. et c'est intéressant, et c'est aussi quelque chose qui m'importe, et que quand on peut accompagner des entreprises qui sont dans une situation similaire, ça me paraît très intéressant pour justement répondre à ce besoin sociétal de la responsabilité que chaque entreprise a. Et je vais insister, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, ce n'est pas juste une case à cocher.
comme pensent beaucoup, mais ça devient à la base élémentaire sans laquelle il n'y aura plus de business. Ouais. C'est important que tu le soulignes. Ouais. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est important de le poser, ça. Ouais. Et de travailler en tant que coach à aider des entreprises à se transformer, en commençant par le comité de direction et ensuite à embarquer tous les salariés dans une nouvelle façon de justement définir et trouver leur sens dans le sens de l'entreprise, de la société, de leur vie, d'apprendre à pouvoir s'ouvrir aux autres et de se faire confiance pour ensuite agir mieux ensemble. C'est très, très puissant et malheureusement pas encore courant aujourd'hui dans toutes les entreprises. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est parce qu'on n'est pas enfin, j'allais dire, bon, on peut en parler, ça ferait l'objet d'un épisode à part entière, mais c'est vrai que on le voit bien à travers notre éducation, notre système aussi scolaire. Il y a tout un environnement dans lequel on est beaucoup sur la compétition, pas sur les complémentarités de chacun. Donc déjà, on nous met en opposition les uns avec les autres. Donc c'est difficile après de retourner sur quelque chose. Là, on est en train de parler de système, hein, du coup, on le voit bien. Et oui, Comment le on remet en systémique. question un système sans que ça impacte trop l'identité de chacun et notamment aussi de l'entreprise. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une nécessité aujourd'hui de construire les choses différemment et on le voit bien. Hein. Tu parlais de tes enfants, les miens, c'est pareil. Ils sont beaucoup plus sur une approche horizontale que verticale. Donc, de toute façon, j'allais dire par la force des choses, on va, on, on va y arriver. Il y a une complémentarité à trouver et ça n'empêche pas, effectivement, pour certains d'avoir des responsabilités plus que d'autres, mais c'est la façon dont cette interaction se fait qui est intéressante. Et tu parlais justement depuis le début des valeurs et du respect de chacun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ça paraît un peu le monde des bisounours, mais on peut, enfin moi je le dis souvent à mes enfants, et il y a des entreprises aujourd'hui qui fonctionnent très bien et qui sont tout à fait en respect avec des valeurs qui sont pas juste du greenwashing, mais qui sont réellement des valeurs sur lesquelles tout le monde fonctionne et tout le monde s'y retrouve finalement. Exactement. Et j'aimerais ajouter que bon, la crise du Covid, qu'on a tous plus ou moins vécu, le chamboulement dans la façon de travailler ensemble avec le télétravail forcé, qui est devenu aujourd'hui une pratique assez courante parce que on a découvert que ça marche pas si mal que ça porte des nouvelles difficultés potentielles. Hein. Il y a des gens qui sont très à l'aise à être tout seuls chez eux, et il y en a d'autres qui ont besoin de contact avec avec les collègues. Les crises différents et variés dans lesquels on peut se trouver embourbé. Ce que je crois très fort, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, mais si chacun contribue comme il peut avec ce qu'il a à donner, bah, on va améliorer les choses et puis on va trouver des solutions. C'est bien. Ça, on finit sur un message ultra positif. Merci mille fois, Gunther, pour cet échange. J'étais vraiment très heureux de partager ce moment-là avec toi. On mettra toutes tes coordonnées dans le descriptif. Je rappelle aussi à tous ceux qui nous suivent de continuer à partager, à commenter, à liker, hein, de faire grandir ce projet. C'est aussi grâce à vous. Gunther, je te dis à très bientôt pour de Merci nouvelles Marc. aventures. C'était un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est sûr, on reste en contact et on continue à travailler ensemble. Un grand merci, Gunther. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.